Ça fait maintenant 1 an qu'on entend parler quotidiennement du coronavirus et ça fait maintenant 9 mois que toute la vie politique et économique vit au rythme des décisions qui sont prises uniquement pour répondre à la peur de ce virus. Depuis le début de la crise, de nombreuses voix dénoncent l'excessivité des mesures prises au regard des autres épidémies qu'on voit chaque année. Toutes ces voix sont maintenant cataloguées dans le camp bien pratique des complotistes. Autrefois, l'Inquisition faisait taire tous ceux qui contredisaient le clergé. Aujourd'hui, la société tout entière s'organise pour faire taire tous ceux qui sortent du discours bien établi. Dans cette vidéo, on va voir que depuis mars dernier, on ne constate absolument aucune surmortalité pour les moins de 50 ans en France. Je vous montrerai où aller chercher toutes les données pour que vous puissiez aller les chercher vous-même et faire les calculs vous-même si vous souhaitez pour vérifier que je dis pas de bêtises. J'exploite uniquement les données de l'état civil français. Après, on regardera les chiffres pour les plus âgés en France et je ferai la comparaison avec ce qui se passe en période grippale. Et vous pourrez en tirer comme ça vos propres conclusions. La mienne est assez simple. Au regard des chiffres, je ne vois absolument aucune raison de mettre en place un confinement généralisé ou même d'imposer des règles à toute la population. On peut en revanche comprendre l'intérêt d'avertir les personnes fragiles et les plus âgés pour qu'ils puissent prendre les mesures de précaution qu'ils souhaitent pour eux. Mais on peut se poser la question de pourquoi on ne l'a pas fait avant, puisque des épidémies mortelles, on en a absolument tous les ans. Sans plus attendre, voici un graphique qui présente le nombre de décès des moins de 50 ans pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Vous pouvez constater qu'en France, il décède environ 100 personnes de moins de 50 ans tous les jours, toute l'année, et que les maladies hivernales n'ont absolument aucun impact sur leur mortalité. Les pics que l'on voit sont des moments dont vous vous souvenez certainement. Le 24 mars 2015, c'est le jour du crash de l'avion de la Germanwings, qui a fait 144 victimes sur le sol français dans les Alpes. Le 14 juillet 2016, c'est l'attentat de Nice qui a entraîné la mort de 86 personnes. Et enfin, le 13 novembre 2015, c'est l'attentat de Paris au Bataclan et dans les bars qui apparaît nettement. On dit souvent que les attentats tuent peu de monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. En France, les moins de 50 ans meurent rarement. Le plus souvent, leur décès vient d'une maladie rare ou d'un accident. Les attentats font donc beaucoup plus de morts que d'habitude pour les moins de 50 ans, puisqu'à ces âges, on décède peu normalement. En revanche, les maladies hivernales, comme le coronavirus, sont complètement transparentes pour les moins de 50 ans. Les moins de 50 ans n'ont absolument pas plus de chances de décéder pendant un épisode de coronavirus que le reste du temps. En conclusion, les moins de 50 ans n'ont pas besoin de dispositions particulières. Avant de passer à la suite, je vous montre juste où trouver les données si vous voulez faire le même exercice que moi et faire vos propres analyses. Pour trouver les décès inscrits à l'état civil français, il faut aller sur data.gouv.fr, dans les chiffres des personnes décédées. Un peu plus bas sur la page, vous pouvez télécharger les fichiers des années sur lesquelles vous voulez travailler. Attention, comme l'année 2020 n'est pas finie, il faut télécharger les fichiers des trimestres 1, 2 et 3, ainsi que les mois 10 et 11 de l'année 2020. Sinon, attendez le mois de janvier et le fichier 2020 sera disponible avec décembre dedans. Une fois que vous avez téléchargé tout ça, le vrai travail commence, puisqu'il va vous falloir corriger toutes les erreurs qui vont vous empêcher d'exploiter vos fichiers, et ensuite remettre tous les décès dans la bonne année. Les fichiers annuels sont assez gros, ils font plus de 600 000 lignes. À l'intérieur, vous avez d'abord le nom et prénom de chaque personne, puis plus loin une première série d'informations et une deuxième. Il n'y a pas de séparateur pour savoir quelle information se trouve où. Pour faire les calculs, il va vous falloir un logiciel qui se débrouille en comptant le nombre de caractères. Dans la première série, il y a le sexe de la personne, collé à la date de naissance, à son code commune de naissance et au nom de sa commune de naissance. Plus loin, on a la date de son décès, la commune de son décès et un identifiant. Là, vous voyez des lignes qui marchent bien. Et quand vous allez essayer de télécharger les 600 000 lignes dans votre logiciel, vous découvrirez plein de cas où ça va mal se passer. La personne aura une dizaine de prénoms qui prennent trop de place, ou bien sa date de décès n'est pas connue précisément, ou bien sa commune de naissance prend trop de place, etc. Il y en a pour un paquet de soirées à essayer de tout remettre comme il faut. Et ça, j'ai testé pour vous. Une fois que vous aurez tout téléchargé et tout corrigé, vous aurez fait la moitié du travail, puisque chaque fichier ne contient que les décès remontés dans l'année. Ainsi, le fichier 2019 ne contient pas les personnes décédées en 2019, mais uniquement les personnes décédées dont l'information est remontée en 2019. Dans le fichier 2019, vous avez plus de 17 000 personnes qui sont décédées en 2018, mais dont les mairies n'ont envoyé les certificats à l'INSEE qu'en 2019. Par exemple, des personnes décédées fin décembre, quand les mairies sont fermées, ou bien décédées à l'étranger dont l'information met longtemps à monter.
Dans le fichier 2019, vous avez même un Martiniquais décédé en 1928 et une dizaine de personnes décédées dans les années 40. Donc pour travailler sur les décès d'une année, il faut bien filtrer dans un fichier pour ne garder que les personnes décédées cette année-là, mais il faut aussi récupérer tous les fichiers des années d'après pour récupérer les décès de l'année qui ont été enregistrés trop tard. Et tout ça pour vous dire qu'il faut vous méfier de toutes les analyses que vous pouvez voir dans les journaux et sur des blogs et qui partent de ces chiffres-là. Il y a beaucoup de bêtises à l'intérieur. Pour revenir à notre analyse, on a pu voir que les personnes de moins de 50 ans ne mourraient pas du tout plus avec le coronavirus que sans. Quand on regarde la mortalité des Français âge par âge, on peut voir que la mortalité commence à augmenter légèrement à partir de 50 ans. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe pour les 51-65 ans, et comme ça, on aura couvert à peu près tous les gens qui travaillent de 0 à 65 ans. Entre 51 et 65 ans, il décède environ 250 personnes tous les jours. Donc il décède 2 fois plus de personnes entre 51 et 65 ans qu'entre 0 et 50 ans. Comme toujours, plus on vieillit, plus on a de chances de décéder. Ici, entre 51 et 65 ans, on commence un tout petit peu à voir l'effet des maladies hivernales, dont l'épidémie de Covid-19. On voit que pendant l'hiver, les épisodes grippaux augmentent chaque année très légèrement la mortalité pour cette tranche d'âge. Ainsi, les personnes fragiles ont plus de chances de décéder pendant cette période. Le début de l'année 2020 était quant à lui bien moins mortel que d'habitude, tout particulièrement début février. Aussi, c'est l'épisode de mars qui a créé une légère surmortalité avec un effet de rattrapage sur le début de l'année. Ainsi, plutôt que d'avoir des épisodes de surmortalité à 330 décès par jour, on est passé 3 fois au-dessus des 350 décès en une journée. Donc tous les ans, on passe de 250 décès par jour à 330 décès par jour pour cette tranche d'âge pendant la grippe et personne ne dit rien. Et cette année, on est passé au-dessus de 350 décès 3 fois. Autrement dit, pour les 51-65 ans, cet épisode de mars a été très légèrement plus mortel qu'une grippe. Pour l'épisode de Toussaint, autant dire qu'on ne voit absolument rien. Donc, entre 51 et 65 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. À la rigueur, on pourrait comprendre des précautions prises par des personnes fragiles. En revanche, on peut se demander pourquoi on n'en prend pas plus tous les hivers, puisqu'on sait que la mortalité augmente tous les hivers en période grippale pour cette tranche d'âge. Est-ce que 330 décès par jour, c'est normal, et 350, c'est insupportable ? Il nous reste maintenant à voir ce qui s'est passé pour les plus âgés, mais avant d'aller plus loin, il faut prendre une précaution particulière. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez qu'il y a une génération un peu particulière en France qu'on appelle les baby boomers. Ce sont des personnes qui sont nées entre 1947 et 1970. On ne peut pas du tout comparer la population qui est née en 1947 de la population qui est née en 1946. Il n'y a pas du tout le même nombre de personnes entre ces deux années. Et donc en 2020, on ne peut pas du tout comparer ce qui se passe pour les personnes de 73 ans de ce qui se passe pour les personnes de 74 ans. De la même manière, on ne peut pas du tout comparer ce qui se passe pour les personnes de 73 ans en 2020 de ce qui s'est passé pour les personnes de 73 ans en 2019, parce qu'il n'y en a pas du tout le même nombre dans les deux cas. Si on regarde le nombre de décès en 2020 par âge, on voit une cassure à 74 ans. Ça ne veut pas dire que les personnes de 74 ans ont moins de chances de décéder que les personnes de 73 ans, ça veut juste dire que les personnes de 73 ans sont beaucoup plus nombreuses que les personnes de 74 ans en 2020. De la même manière, en 2019, la cassure se fait à 72 ans, en 2018 à 71 ans, etc. Donc comme je compare les années de 2015 à 2020, j'ai un problème de comparaison entre 66 et 73 ans. Donc si on fait le graphique des décès entre 66 et 73 ans, on a l'impression que l'épisode de mars de Covid-19 a fait beaucoup de décès, mais c'est surtout l'effet de ce que je viens d'expliquer. En fait, ce qu'on voit, c'est que la courbe des décès de 2020 est plus élevée que 2019, qui est plus élevée que 2018, etc. Donc si on vous fait un focus qui compare les décès à ces âges, c'est juste de l'arnaque. C'est l'effet nombre qui joue. Pour bien comparer les décès, il faut enlever ces tranches d'âge qui posent problème. On ne peut pas comparer des choux et des carottes, et donc on ne peut pas comparer les différentes années entre elles sur ces tranches d'âge, puisque ça n'est pas du tout la même population.
Pour la tranche d'âge des plus de 74 ans, la comparaison fonctionne puisqu'il n'y a pas de baby boomers dedans et donc c'est une population relativement homogène. En France, il décède plus de 1000 personnes de plus de 74 ans tous les jours depuis 2015. Plus précisément, 1000 décès, c'est le nombre le plus bas de l'année. Tous les hivers, le nombre de décès quotidiens passe régulièrement au-dessus des 1500 décès par jour. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça normal, que le nombre de décès pour les anciens augmente de plus de 50% tous les hivers. En 2017, qui est une année de grippe considérée comme forte, 1700 personnes de plus de 74 ans sont décédées tous les jours, tout l'hiver, sans que personne ne s'en émeuve. Personnellement, j'ai perdu 2 grands-parents en 2017, dont un d'une infection pulmonaire, et personne n'a eu l'idée de leur faire un test pour savoir s'ils avaient la grippe au moment de leur décès. Comme ils étaient vieux, tout le monde a trouvé ça normal. En mars, nous avons bien une surmortalité pour les plus de 74 ans, un peu plus élevée que celle constatée en période grippale. Plutôt que de passer de 1000 à 1700 décès par jour, nous sommes passés de 1000 à 2000 décès par jour. C'est en effet plus fort que les grippes de ces dernières années, mais ça reste comparable. Passer d'un côté à 1700 décès, où on ne fait rien, à un côté où on confine toute la France pour une mortalité un peu supérieure, c'est surtout que médiatiquement il se passe quelque chose. Alors pour le deuxième confinement, pour la mortalité de novembre, là on est clairement dans un cas de mortalité hivernale complètement classique. La seule différence, c'est que c'est plus tôt que d'habitude. En mars, c'était plus tard, et en novembre, c'est plus tôt. La nouveauté 2020, c'est surtout ça n'arrive pas au même moment que d'habitude. D'ailleurs, quand on voit ça, en termes d'origine du virus, vous pouvez penser que c'est l'histoire d'une chauve-souris qui a chié sur un pangolin qui a été mangé cru par un Chinois et qui a déclenché cette vague épidémique à Wuhan, ou bien vous pouvez penser qu'il y a un laboratoire qui bosse exactement sur ce type de coronavirus à Wuhan, qui a fait une erreur de protocole sanitaire et qui a déclenché une épidémie à un moment de l'année où ça n'arrive pas d'habitude. Donc on vient de voir finalement que la mortalité n'a pas du tout augmenté pour les moins de 50 ans, qu'elle a augmenté de façon infinitésimale pour les 51-65 ans, et qu'elle a en effet un peu augmenté pour les plus de 74 ans. On entend souvent l'argument qui consiste à dire « oui, mais si on n'avait pas fait tout ça, on ne sait pas ce qui se serait passé ». C'est vrai, mais est-ce qu'on doit se faire régir nos vies pour quelque chose dont on a peur et dont on ne sait pas si ça va vraiment arriver? Est-ce qu'on doit faire une prière tous les matins pour que le soleil se lève? On ne saura jamais si ça va se passer tant qu'on n'aura pas essayé. De plus, dire que le confinement, les masques ou les gestes barrières sont une bonne protection, ça ne vient absolument pas des chiffres. Toutes les mesures de restriction sont appliquées à tout le territoire français et pourtant, comme à chaque épidémie, la mortalité n'est pas du tout la même selon les endroits. Si les mesures fonctionnaient, on aurait des résultats au moins comparables entre les départements. Ça ne fonctionne pas du tout. Pour cette raison, vous voyez des politiques et des journalistes assurer que ça prouve que les gens se comportent mal sur les territoires où le virus se propage. J'ai une autre théorie, les mesures proposées emmerdent le monde pour rien. Ce qui fait qu'un virus se propage, c'est probablement dû aux conditions météorologiques, à la population, peut-être à la promiscuité. Et au passage, concentrer toutes les populations, et en particulier les plus pauvres, dans des immeubles, c'est complètement con, et pas que pour les épidémies. Le masque, ça doit avoir l'utilité de rassurer les gens et de leur faire croire que le problème vient d'eux et qu'ils font quelque chose d'utile en le portant. Et en plus, comme ça, tout le monde ferme sa gueule. Autre chose d'intéressant, on voit les articles fleurir sur le fait que la grippe est invisible pour les hôpitaux en ce moment, avec plein d'explications pour justifier ça, mais sans aborder les sujets qui fâchent. Depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, beaucoup de monde répète que ce sont les personnes les plus fragiles qui partent les premières, celles avec une espérance de vie faible. Et donc, si la grippe ne fait pas de ravages cette année, c'est peut-être parce que les personnes fragiles à espérance de vie faible sont déjà parties en novembre, et c'est tout. Si on prend ça en considération, ça veut dire que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est fait pour allonger l'espérance de vie de personnes fragiles d'environ 1 mois. Est-ce que tout ce qui est perdu pour les personnes âgées qu'on isole en termes de capacité physique et de capacité cognitive, ça ne compense pas largement ce qu'on espère gagner comme espérance de vie pour d'autres? Bref, il ne me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous avez moins de 65 ans, cet épisode de coronavirus n'aura absolument pas augmenté vos probabilités de décès par rapport à d'habitude. Si vous avez plus de 75 ans, vous rentrez dans les âges où la mortalité augmente chaque année et plus particulièrement chaque hiver. Selon votre état de santé général, vous avez plus ou moins de chances d'attraper quelque chose. Vous pouvez faire le choix de passer des fêtes de fin d'année en famille parce que vous considérez que c'est le vrai sens de la vie. Vous pouvez au contraire vous couper de tous les autres êtres humains en espérant vivre plus longtemps. C'est votre choix. En revanche, ce qui est complètement fou, c'est de vouloir imposer l'isolement aux autres. La dictature de la peur, c'est pas une vie.